dans l'autre sens, on va dire. Pour engager cet échange, on va avoir une première table ronde. Donc je vais proposer à nos intervenants de s'installer. On va donc trouver 3 angles. Celui qui peut nous être proposé par Sandra Safourcade, qui est à l'université de Rennes 2 et au CREAD. Donc le CREAD, c'est le centre de recherche breton qui travaille autour de l'éducation, l'apprentissage et la didactique, et qui explore ces croisements depuis pas mal d'années entre l'éducation et la formation et le numérique, avec toute une filière qui est structurée autour de ça, qui va donc nous proposer une approche de quoi est-ce qu'on parle quand on convoque le numérique dans la formation. On a le plaisir d'accueillir Roselyne Lesquer, qui est chercheure à l'Université de Bretagne Sud et qui est en charge des projets européens et des projets innovants au service de la formation continue, avec pas forcément des entrées numériques, mais ça se croise évidemment très très fortement. Et donc c'est d'autant plus un plaisir que c'est la 3e année que nous faisons ces rencontres, et c'est la première fois qu'un lien direct est fait avec l'Université de Bretagne Sud, qui est pourtant fort logique. Donc ça rentre dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des maillages denses et continus sur ce type de thématique croisée. Et puis Guy Desaguliers, qui est au Conseil régional de Bretagne, en charge notamment des questions de développement numérique liées au projet numérique et à l'inclusion, et qui est extrêmement familier des questions d'éducation et de formation croisées avec le numérique. Je vais donc commencer par passer la parole à Sandra Safourcade. Alors, on a pris un petit peu de retard, on va pas le rattraper beaucoup à mon avis, donc nos estomacs souffriront, mais on va essayer de le rattraper un petit peu. Sandra. Oui. Bon, mais bonjour à tous, donc je m'appelle Sandra Safourcade, donc je suis tout d'abord enseignant-chercheur à l'université de Rennes 2 au sein du CREAD, tel qu'on vient de vous le présenter. Je suis également et surtout consultante pour le Fonds social européen, où je m'occupe d'expertise en certification des compétences. Donc, depuis quelques années, j'accompagne des institutions, des universités étrangères ou françaises à la certification de leurs compétences. Mon intervention aujourd'hui, elle est surtout centrée sur cet aspect-là, parce qu'il représente en fait un métacadre dans lequel toutes les ressources, outils ou instruments qui sont liés aux usages des TIS, qui sont liés aux bibliothèques, qui sont liés, voilà, tous ces ressources matérielles, humaines, voilà, tout type de ressources, en fait, viennent s'intégrer dans ce métacadre. Et donc, si on est 3 ce matin, c'est justement pour essayer de traverser l'ensemble de ce cadre. Donc, j'interviendrai très peu, voire pas du tout, sur les outils, puisque Guy est là pour en parler de manière très experte aujourd'hui. Je vous présenterai simplement ce cadre européen et ce cadre français de certification des compétences, qui vous touche au plus près, puisque en permanence, toutes les actions que vous menez, que ce soit pour médiatiser des ressources, que ce soit pour accompagner des gens vers des apprentissages de type informel, non formel ou formel, ou l'ensemble en fait de ces actions s'inscrivent dans l'un des objectifs, c'est celui du cadre de Bologne, pour ceux qui le connaissent, d'essayer de faire reconnaître et certifier les compétences de chaque acteur, de chaque être humain, par rapport à des expériences, des niveaux de formation, tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie et qu'il va pouvoir valoriser et faire reconnaître de manière à être reconnu sur le marché de l'emploi. Voilà, il y a plusieurs finalités. Donc, je vais vous présenter finalement un article que j'ai envoyé il y a 15 jours, qui m'a été demandé par une revue allemande. C'est une revue professionnelle et recherche qui correspond à des revues de formation continue en France, et qui me demandait de faire une petite analyse sur
une petite analyse sur notre cadre national et finalement quels enjeux en France à propos du cadre européen des certifications. Voilà. Alors, je vous ai mis l'article, si vous le voulez en référence, je vous le laisserai. Alors, pour rappeler le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, qui s'appelle le CEC, c'est un cadre de référence commun qui permet aux pays européens d'établir un lien, on va dire, entre leur système de certification par une coordination des politiques de formation. Donc on essaye de rentrer dans un système d'harmonisation des pratiques, bien entendu. Alors, il est considéré comme un outil qui facilite la lisibilité et la compréhension des modes de certification au sein des pays européens. Ces objectifs sont ceux de favoriser la mobilité des étudiants et surtout la formation tout au long de la vie. En France, donc, c'est dans le cadre de la loi, vous savez, du 17 janvier 2002, qu'on a vu naître le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, qui représente notre cadre national et qui vise l'élaboration d'une nouvelle nomenclature des niveaux de certification. Tous les diplômes donc, ont une visée professionnelle et les compétences attendues sont désormais décrites dans des référentiels de compétences. C'est la Commission nationale des certifications professionnelles en France, qui est composée, on va dire, d'une pluralité d'acteurs, qui est garante de la procédure de démarche qualité ou de l'assurance qualité. Alors, en France, les diplômes sont délivrés par différents ministères, comme tous les diplômes et titres à visée professionnelle, les branches professionnelles, les institutions privées, les organismes consulaires. Et en France, les certifications sont jusqu'à aujourd'hui classées selon 5 niveaux. Vous savez, niveau 1, niveau 1 c'était les masters et les doctorats, niveau 2, bon, la démarche française, pour se mettre en adéquation avec le cadre européen des certifications, elle consiste en fait à établir une correspondance entre les 5 niveaux de certification reconnus en France et les 8 niveaux qui ont été établis par le cadre européen des compétences. En France, c'est le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, qui est chargé d'approuver un petit peu cette bijection entre les niveaux. Alors comment est-ce que le lien va s'établir? La convergence, elle va reposer sur une comparaison des descripteurs utilisés au niveau français pour certifier et des descripteurs utilisés au niveau européen. Il faut savoir qu'au niveau européen, les descripteurs reposent sur les notions de savoir, d'attitude et de compétence. En France, par exemple, la plupart des référentiels publics reposent sur des descripteurs tels que les connaissances, les capacités et les attitudes. C'est les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, pour prendre exemple de convergence de niveau, en France, doctorat et master sont des niveaux 1. Ce sont des certifications universitaires dont les descripteurs ont été instaurés par le processus de Bologne. Et par rapport aux certifications européennes, ce niveau-là correspond au niveau 7 et 8. Donc, si on remonte maintenant par rapport au niveau français, on va voir que le niveau 3 de la licence est associé au niveau 6 du CEC. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Mais la plus-value de cette correspondance, c'est que 2 nouveaux niveaux vont apparaître. Au niveau européen, il s'agit des niveaux 1 et 2 qui correspondent à des niveaux qui n'existent pas en France et qui reflètent l'ensemble des personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc désormais, avec ce nouvel outil,
tous les gens qui n'ont pas de diplôme en France vont pouvoir, via d'autres outils, accéder à des niveaux de certification européens qui correspondent au niveau 1 et 2. Donc, une des démarches pour arriver à faire reconnaître ces niveaux-là, c'est par exemple la validation des acquis de l'expérience en France. Alors, la validation des acquis de l'expérience, simplement pour rappeler, c'est bien via la formation tout au long de la vie et l'éducation permanente, avec le cadre européen, donc que surtout la formation, la validation des acquis d'expérience inscrits s'aligner. Alors en France, c'est en 2002 que ce système a été mis en place et qui permet donc aux personnes d'obtenir un diplôme via leur expérience professionnelle. Donc la VAE fait partie des moyens de reconnaissance des acquis qui sont fondés sur des apprentissages de type formel, mais également de type informel et non formel. Et c'est sur ces deux derniers types d'apprentissage, informel et non formel, qu'on va pouvoir conduire les personnes sans diplôme à faire reconnaître justement leur expérience. À ce propos, c'est l'UNESCO qui a en 1997 reconnu et classifié 3 nouveaux types d'éducation ou d'apprentissage qui sont donc l'éducation formelle, l'éducation non formelle et l'éducation informelle. Donc l'objet, comment mettre en exergue de nouvelles formes d'apprentissage et favoriser chez les apprenants le développement de compétences disciplinaires et plus largement transversales et sociales nécessaires à l'acquisition de ressources fondamentales pour la construction d'un projet personnel ou professionnel, ou qui lie souvent les deux. C'est un grand débat actuellement aussi en recherche, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle avec ces nouveaux systèmes de reconnaissance diplômante. Alors, pour rappeler la question, simplement, les apprentissages informels reposent sur l'idée de développer chez les apprenants des méthodes d'apprendre à apprendre hors contexte éducatif, s'appuyant sur des expériences acquises dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle, telles que les loisirs, la culture, la famille. L'apprentissage non formel, ça revêt un caractère un peu plus structuré, puisqu'on voit apparaître des objectifs de formation, des temporalités, de séquences de formation et de ressources. Donc, l'arrivée du cadre européen des compétences a vu naître en France une exigence supplémentaire, puisque celle de pouvoir accéder à la validation des acquis de l'expérience. Au niveau européen, la notion de certification, elle est définie comme le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsque une autorité compétente établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage formel, non formel et informel les acquis correspondant à une norme donnée. Bon, c'est la définition qui a été faite par Assoraf en 2009. Alors finalement, quels enjeux en France? Tout d'abord, cadre national des certifications et professionnalisation des universités. L'université va désormais devoir faire appel à un ensemble de professionnels. Pourquoi? Puisque on sait que dans la lignée des mesures établies, notamment le processus de Bologne, on voit que ce dernier visant à construire au niveau européen un paysage de l'enseignement supérieur qui est basé, comme on a dit, sur une harmonisation du système d'enseignement supérieur et un accès donc, des étudiants à la mobilité internationale. Du coup, conséquence, depuis une dizaine d'années, on voit s'établir des relations entre le champ de la formation et le monde de l'entreprise. Et pour développer une telle interface, il faut pouvoir mettre en adéquation les compétences attendues et
et valorisées par le marché de l'emploi, et les compétences, entre guillemets, vendues par l'université. Et cette interface ne peut se faire que par une collaboration assez forte avec les attendus du champ professionnel et des gens de l'université qui arrivent à mieux valoriser, rendre lisibles, visibles les compétences pour lesquelles elles forment les étudiants. Donc, c'est quand même quel outil l'université a mis en place. Depuis le 10 août 2007, toutes les universités se sont vues, comment dire, servies de services d'orientation et d'insertion et d'information des étudiants qui sont là justement pour faciliter un petit peu ce vocable entre les attentes des entreprises et les compétences vers lesquelles l'université mène ses étudiants. Derrière, du coup, un second enjeu, on voit naître la fameuse notion de compétence et approche par compétence au sein des certifications et au sein des méthodes et démarches pédagogiques. Les travaux anglo-saxons sont assez en avance par rapport à ça, puisque tout ce qui concerne l'approche par compétence est reconnu comme une méthode pédagogique. Vous avez les travaux de Montchartre qui ont défini l'approche par compétence comme vraiment un certain mode de conception de l'enseignement. Et donc on est en train d'abandonner tout ce qui touchait, qui encadrait la notion de compétence par des approches institutionnelles, par des approches liées au mode de l'emploi, au monde de l'emploi, chose qui est vraie. Mais on voit que cette notion de compétence est utilisée vraiment dans le cadre de nos systèmes pédagogiques. Donc, que faire avec cette notion de compétence? Les travaux de recherche sont de plus en plus développés. Pour ne pas les citer, on a tous les travaux de Rogers, de Jonah Hert, qui essayent d'opérationnaliser cette notion de compétence au champ de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, notamment l'entrée de Philippe Jonah Hert, qui est consultant notamment pour l'UNESCO, essaye de dire que pour faire un travail d'approche par compétence au sein de l'école, au sein de l'enseignement supérieur, au sein de tous les organismes de formation, il faut faire une entrée, non pas par ce fameux vocable de compétences, de connaissances, de capacités, d'attitudes, qui est vraiment difficile à mettre en œuvre, mais il faut faire une entrée par la notion de situation. Et donc, essayer de mettre en œuvre ou d'élaborer les meilleures situations dans lesquelles les apprenants pourront mettre en avant, découvrir, développer, maîtriser des compétences. Voilà. Donc, c'est quand même une entrée assez innovante, une entrée plus réaliste pour essayer de plus mettre en adéquation, comme ça, le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Bon, je ne vais pas trop. Donc, je vais passer quels enjeux en France, finalement, au niveau du cadre des certifications. Les universités sont de plus en plus sollicitées pour des demandes de validation des acquis de l'expérience. Ça veut dire que l'université doit ou faire appel à des professionnels qui vont accompagner et le personnel de l'université justement à la certification de ces compétences, ou alors que l'université doit professionnaliser ces acteurs. Donc il y a tout un premier type d'enjeux qui auront leurs conséquences. Les descripteurs qui touchent les certifications reposent désormais sur une approche beaucoup plus complète, on va dire, de la notion de compétence. C'est-à-dire que jusque-là, l'ensemble des référentiels qu'on pouvait lire étaient basés sur pas, on va dire, une approche par compétence, mais une approche par objectif. Depuis 50 ans, la France, elle travaille dans une pédagogie qu'on appelle la pédagogie par objectif, et on n'a pas réussi à s'en sortir. La pédagogie par objectif, c'est celle qui dit acquisition de connaissances et de capacités, capacité des savoir-faire, dans un sens ou dans un autre. On part des connaissances vers les capacités, ou on part des capacités, on va vers les connaissances. Avec le cadre européen,
on prend en compte la notion d'attitude, mais on la prend en compte réellement. Donc il y a quand même une avancée vers une pédagogie de la compétence. Enfin, le cadre européen des compétences, c'est un outil de plus qui est au service de la formation. C'est un outil de certification, c'est un outil de positionnement. On sait bien qu'il s'agisse des référentiels, métiers, activités, compétences, positionnement, référents, etc. Ce ne sont que des outils. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces outils? Voilà. Pour ouvrir sur l'intervention de Guy, un outil peut être utilisé dans un processus de formation, d'éducation, d'apprentissage à des phases ou pré, post, proactives. Il n'y a pas le danger, c'est de positionner justement les outils à des phases un peu sclérosantes et de dire on ne peut pas sortir d'un référentiel, on ne peut pas sortir, voilà. L'idée c'est tous ces référentiels, tous ces cadres qu'on nous donne, ça ne reste que des outils, des ressources qu'il faut pouvoir contextualiser aux gens qu'on souhaite accompagner, former, éduquer. Voilà, donc bien entendu l'ouverture, la place des TIS là-dedans, quand on voit par exemple que l'ensemble des services d'information et d'orientation se dotent maintenant de portefeuilles de compétences et d'expériences, par exemple le PEC, si vous avez déjà entendu parler, quand vous voyez que l'ensemble des formations professionnelles imposent maintenant des modules de formation qui sont fondés sur l'élaboration de portfolios de compétences, quand on voit que l'université impose, injoncte la mise à distance de l'ensemble de ces diplômes, donc quels outils derrière au sein de la FOAD, quelles pratiques derrière, donc les TIS sont partout de manière transversale. Et je crois que Guy va vraiment ouvrir sur ce champ et je vous remercie. Merci. Merci. Effectivement, on aura le temps d'avoir un petit échange tout à l'heure. Notamment, ce qui est passionnant dans votre intervention, c'est le fait que vous, d'abord, quand vous parlez d'outils, contrairement à ce à quoi vous pouvez vous attendre, il s'agit des cadres, des référentiels, etc. Il ne s'agit pas des outils numériques et d'une certaine façon, vous nous racontez un numérique quasiment dilué et pervasif dans tout ça, c'est-à-dire que, par exemple, la première entrée que vous faites à cet égard, c'est l'entrée par le portefeuille, le portfolio de compétences, puisque vous nous avez bien expliqué que ce changement de cadre institutionnel et conceptuel à la fois entraîne des nouveaux dispositifs numériques qui l'accompagnent. Voilà, merci. Guy Desaguliers.